Bonjour Monsieur Chevrier. Bonjour Hélène. Alors nous sommes le mercredi 11 septembre 2024 et nous enregistrons dans les conditions du direct 2 vidéos que nous mettrons en ligne dans quelques jours. D'accord. Oui, c'est bien, vous faites bien de préciser que, en fait, de donner la date, parce que je trouve que sur YouTube, il y a quelque chose qui est un peu dommage, c'est quand on regarde un spectacle ou autre, ils mettent la date de mise en ligne, mais jamais la date du spectacle ou de l'événement. Oui, et ça, c'est vraiment très dommage. Il peut y avoir 10 ou 15 ans d'écart. C'est pas bien. Il faudrait que tout soit daté. Comme ça, on aurait. Alors, oui, vous me dites qu'on enregistre dans les conditions du direct. C'est vrai, et quelquefois, ça m'arrive de faire un lapsus, et ce qui était le cas dans la dernière vidéo. Je vais juste en parler avant de passer au sujet. Dans le feu de ce que j'expliquais, j'ai parlé des bombes Fab 500, Fab 1500, alors que je pensais au DAB, et d'ailleurs sur... Vous l'aviez très bien écrit sur le tableau d'ailleurs. Voilà, oui, voilà, donc voilà. Sur le tableau, c'était écrit, parce qu'évidemment, oui, quand on écrit, on se relit, on regarde, etc., on contrôle. Quand on est dans le flot de trucs, hop, on peut faire des erreurs. Alors, voilà, je voulais simplement mentionner ça. Donc, il s'agit bien de bombes thermobariques, oui. Et effectivement, ces bombes thermobariques portent l'appellation ODAB. Oui. Hein, donc, c'est un diminutif de toute une explication. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, en apparence, n'a pas beaucoup d'intérêt, mais juste avant de parler de ce sujet, je voudrais quand même communiquer aux personnes qui nous suivent une information importante qu'ils n'ont certainement pas pu obtenir par les grands médias. Voilà, il s'est passé un événement en Ukraine au tout début du mois de septembre, donc il y a quelques jours. Il y a depuis très longtemps, enfin depuis probablement 2014, une très grande école d'officiers qui se trouve à peu près à 100 km à l'ouest de Kiev, sud-ouest d'ailleurs. Et c'est une école qui correspond, c'est une école d'officiers, c'est une école qui correspond chez nous à Saint-Cyr, si vous voulez, donc une école prestigieuse. Et aux États-Unis, on pourrait la comparer à West Point, où là, ils forment tous les officiers qui vont devenir plus tard des officiers supérieurs. Donc cette école comporte bien sûr des officiers de haut rang, qui forment donc des élèves officiers. Et il y a eu au début du mois de septembre, un missile russe qui est arrivé sur cette école. Donc bien sûr, ils connaissaient l'existence de cette école depuis très longtemps par les satellites, mais ils se réservèrent certainement la possibilité de détruire cette école, ce qu'ils ont fait, et c'est probablement une réponse de l'invasion de Kursk. Alors, bien sûr, il y a des satellites, mais les satellites ne permettent pas de savoir où se trouvent les gens à l'intérieur des bâtiments. Alors, ça veut dire que quand je vais vous dire le résultat, ça veut dire que en plus de la géolocalisation qu'ils ont obtenue par satellite, ils avaient des personnes au sol qui les ont informés de l'heure de cette réunion. Parce que le résultat est quelque chose d'inimaginable. Ce missile est arrivé probablement dans une très grande salle de réunion. Il a fait 700 morts. 700 morts, vous voyez. Et donc, il y a parmi tous les officiers qui sont des formateurs, il y a beaucoup de Polonais, de Suédois, beaucoup de Suédois, qui sont des officiers de l'OTAN. Il y a des Américains, bien sûr. Et donc, ils ont rapatrier des cadavres en Pologne pour les faire partir de Pologne pour ne pas parler de ce drame, en fait. Donc les officiers américains ont été envoyés aux États-Unis dans l'anonymat, mais en partant de Pologne pour dissimuler un petit peu ce résultat catastrophique. 700 morts. Oui. Et donc, alors ça fait suite un peu
si vous voulez, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais raconté il y a un an qu'il y avait eu un missile Kinjal. Là, je ne connais pas le type du missile parce qu'on a hésité entre un Iskander et un Kinjal. En tout cas, la puissance de l'explosion a été phénoménale. Le missile Kinjal, sa particularité, c'est d'aller très très vite puisqu'il monte à Mach 10. Et de pouvoir pénétrer très profondément dans le sol. Et c'est ce qu'ils avaient fait pour détruire un bunker, vous savez, à côté de Kiev, où là, il y avait eu à peu près 300 morts dans un bunker qui se trouvait à 100 mètres de profondeur. Donc là, le missile était descendu à 40 mètres de profondeur, et puis l'explosion qui s'est produite avec une charge conventionnelle, c'est ça qui est important de dire, elle a décapité toutes les cages d'ascenseurs et les cages d'escalier de secours, parce que le bunker était à 100 mètres de profondeur, donc lui, il n'était pas concerné par l'explosion, mais la pression est rentrée par les cages d'ascenseur, et évidemment, à 100 mètres de profondeur, tous ces officiers qui étaient dedans pensaient qu'ils étaient à l'abri de tout, et ils n'ont pas fermé les portes et les sas. Et ce qui fait que la pression, quand elle s'est engouffrée dans les cages d'ascenseur, l'a fait exploser tout le truc. Et il y a eu environ 300 morts à l'époque. C'était en mars 2023. Donc, ou 2024, je me rappelle plus. Mais enfin bref, c'était. Il y a bien un an, non? Peut-être bien. Passe vite, malheureusement. Enfin, voilà. Donc là, on va revenir sur le sujet d'aujourd'hui. Comme je vous le disais, c'est un sujet qui, en apparence, n'est pas très intéressant puisque ça s'est passé il y a très longtemps. Et je vais vous faire voir comment quelque chose que l'on ne parle pas, quand on le regarde sous différents angles, c'est que j'avais déjà expliqué que à partir des méthodes du dessin industriel, on comprend les choses d'une façon très différente. On a l'habitude de regarder sous 3 angles différents pour voir, comprendre exactement le profil de la pièce, sa forme, sa fonction et tout ça. Et donc, là, je vais vous parler d'un sujet qu'on avait déjà abordé. Et il y avait eu un commentaire qui m'a incité à faire cette vidéo. Donc il s'agit de la vente de l'Alaska par les Russes aux États-Unis en 1867. Et donc, à l'époque, j'avais dit qu'il l'avait acheté pour une somme dérisoire, puisqu'il s'agissait de 7 200 000 $. 7 200 000 $ en 1867. Et il y a une personne, je suppose que c'était une dame, qui a écrit oui, mais c'est à cette époque-là, si on le mettait dans la valeur d'aujourd'hui, ça ferait une somme très importante. Eh bien, justement, je vais vous faire voir que ça reste une somme absolument dérisoire, et puis je vais vous faire voir d'autres aspects de cette question. Alors. Voilà, donc le 30 mars 1867, les États-Unis achètent le territoire de l'Alaska à la Russie, après avoir la Russie qui, elle, quelques années avant, a perdu la guerre contre l'Empire ottoman, l'Angleterre et la France qui s'étaient alliés pour faire la guerre en Crimée. Et donc, entre 1852 et 1856, la guerre a coûté à la Russie 144 millions de livres sterling, soit 192 millions de $. Donc là déjà, ça nous donne une échelle, si vous voulez, pour voir ce que ça faisait à l'époque, 7 millions de $ par rapport à une guerre qui n'avait duré que 4 ans, et on était, vous voyez, on avait quand même une proportion. Alors, le territoire de l'Alaska, c'est 1,723 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 3 fois la France. Ce territoire
qui de 3 fois la France, a été vendu, comme je vous l'ai dit, 7,2 millions de dollars. La négociation a duré moins d'une nuit. Vous savez qu'habituellement, les choses se déroulent sur plusieurs mois. Et on propose, on discute, là, moins d'une nuit. Donc c'est vous dire dans quelles conditions ça s'est passé. Alors j'ai ramené ça pour essayer de savoir ce que ça représenterait aujourd'hui comme somme. Et donc j'ai pris l'hypothèse qui est à peu près, qui est très proche probablement de la réalité, avec une inflation de 5% par an. Ça nous fait une augmentation de prix de 60% chaque 10 ans. Et donc, on se retrouve, vous voyez, à chaque décennie, on va avoir la somme, donc 7 millions 11 millions, 18 millions, 29 millions, 47 millions de dollars, 193 millions de dollars, etc. Et puis on arrive très proche de nous, à 2000, en 2017, et là, la valeur aujourd'hui serait de 8 milliards de dollars. Quand on sait que, si vous voulez, ce que c'est que 8 milliards de dollars, c'est à peu près l'équivalent de ce que les États-Unis donnent dans un mois pour l'Ukraine. Vous voyez, c'est rien, c'est dérisoire. Alors, on va ramener ça à la valeur du terrain, simplement, hein, mettons le terrain nu, ça nous donne un montant aujourd'hui de 48 dollars l'hectare. C'est-à-dire moins de 1 demi-centime par mètre carré. Vous imaginez, moins d'un demi-centime par mètre carré. Enfin, à la campagne, c'est au moins 1 euro le mètre carré et au moins, on va dire en ville, c'est tout de suite dans les 15 ou 20 euros le mètre carré. Il n'y a pas bon. Donc voilà le prix. Alors ça, si vous voulez, c'est déjà une vue. On sait ce qu'ils ont payé, on sait ce que ça a coûté. Mais alors, d'un autre côté, je regarde ça sous un autre angle. Et là, vous allez voir que c'est quelque chose. Alors, l'Alaska produit depuis plus de 50 ans 156 millions de barils de pétrole par jour. Par an. Pardon. Excusez-moi. Oui, vous allez bien de me reprendre. Par an, oui, c'est écrit. Oui, parce qu'on a toujours l'habitude de parler par jour. Non, c'est 156 millions de barils de pétrole par an. Ce qui représente une valeur de 9 milliards. Le pétrole tout seul. Chaque année, ça rembourse le prix du terrain. Chaque année, depuis 50 ans. Oui, largement. Je l'ai pris sur la base d'un baril à 60 dollars. Alors, après, on regarde ce que c'est que l'Alaska, qui regorge de richesses énormes. Alors, vous savez que les États-Unis arrivent en 4e position dans la production d'or. Eh bien, s'ils n'avaient pas l'Alaska, ils ne seraient même pas en 20e position. L'Alaska produit 222 tonnes d'or par an, qui rapportent d'où sur la base. J'ai pris la tonne, vous voyez, en industrie, donc ça rapporte 12 milliards de dollars par an. C'est pas fini. 360 tonnes d'argent. Là, c'est une petite somme, 351 millions. 2234 tonnes de molybdène. Alors, le molybdène, c'est un métal, si vous voulez, que l'on ajoute dans l'acier inoxydable. Il y a l'acier inoxydable qui est du 304, et quand on est dans des produits extrêmement corrosifs, eh bien, on peut ajouter du molybdène, et ça devient un acier qui porte la référence 316. Donc, ouais, vous en avez entendu parler. Alors, ensuite, on passe à la production de plomb. 7407 tonnes de plomb par an. Hein, ça fait des petites sommes, ça c'est 1 million, 18 millions. 422 000 tonnes de cuivre. Alors là, c'est pas pareil. Là, le cuivre, on est à 4 milliards par an. Vous voyez ? Et le cuivre, c'est quelque chose, c'est pratiquement, ça devient un métal stratégique dans beaucoup d'applications. Il y a
la production de 464 000 tonnes de zinc. Donc le zinc, tout le monde connaît pour les toitures, tout ça, c'est un élément important qui fait quand même 1 milliard. Alors tout ça, c'est produit par le sous-sol, mais la richesse la plus importante de l'Alaska, c'est sa forêt. Et alors là, l'Alaska produit 1,31 milliard de mètres cubes de bois de feuillus par an. Donc vous voyez, les feuillus, c'est le chêne, c'est le châtaignier, c'est l'érable, puisqu'il y a beaucoup d'érables en Canada. Et donc, j'ai pas mis la valeur, j'aurais dû le mettre, parce que là, on est sur une somme, si vous voulez, quelque chose d'énorme. 1 mètre cube de bois qui va à la scierie, c'est du 300 € le mètre cube. 1 milliard 300 par 300, ça rapporte, rien que le feuillu, plus de 300 milliards de dollars par an. Vous voyez, truc. Alors, après, il y a le résineux. Bon, le résineux, c'est 661 millions, mais si on le multiplie par le bois, parce que le résineux, c'est du bois pour palettes, mais aussi pour les meubles et pour pas mal de choses, eh bien là, on est à des sommes absolument énormes. Donc, vous voyez que pour un sujet en apparence quelconque, on n'en parle même pas, eh bien, quand on commence à l'analyser en prenant un truc, ça devient quelque chose. Et comme je vous dis que c'était dérisoire, c'est vraiment, quand vous voyez un peu ça, depuis 50 ans. Ça rapporte. Alors, je peux vous dire que les Russes, ils doivent les avoir, parce que là, moi, j'ai pensé que le jour où il y aura la guerre entre la Russie et les États-Unis, c'est ça qu'ils vont demander. Et ça sera le retour. Comme nous, quand on a, en 14-18, quand on a battu les Allemands, on a obtenu des compensations. Là, ça sera vraisemblablement la compensation qu'ils auront à payer. Voilà. Donc, c'est un petit sujet court. Et non, mais intéressant, oui, parce que je pense que, oui, effectivement, on ne s'imagine pas. Tout le monde sait que l'Alaska comporte d'énormes richesses naturelles, mais de là à ce que ça rapporte autant aux États-Unis, en effet, c'est quand même des sommes colossales. Oui. Et donc c'est toujours pareil, en fait, il y a des méthodes d'analyse qui nous permettent de voir des choses et de les comprendre aussi. Donc il y a les faits, on les révèle, on les ignore, mais ensuite il faut aller plus loin, il faut analyser. Et quand on prend, bon là j'ai pris quelque chose d'assez rapide, vous voyez, mais qui nous permet de voir qu'il y a beaucoup de situations comme ça. Voilà. Ok, très bien. C'était le petit sujet du jour, mais très intéressant. Ouais. Merci beaucoup, M. Chevrier. Voilà, très bien. Eh bien, donc on se revoit pour une deuxième vidéo. On se verra pour une deuxième vidéo, entendu.